Bonjour! Aujourd'hui, on plonge dans l'univers culinaire de la chaîne The Shrimp Boat. On a épluché pas mal de leurs recettes. Mhm. L'idée, c'est d'en extraire l'essence. Des desserts, parfois c'est surprenant, on verra ça. Oui, Des astuces aussi pour sublimer les fruits de mer. On va parler assaisonnement, sauce maison. tout à fait. Et puis, quelques idées d'entrée sympas autour de la crevette. Un beau programme. Voilà. Notre objectif, c'est vraiment d'aller au-delà de la simple fiche recette, quoi. On cherche à dénicher les idées inspirantes, Mhm. les associations de saveurs qui interpellent, peut-être les techniques clés qui pourraient trouver leur place dans nos cuisines. Exactement. L'idée, c'est de synthétiser un peu ce que ces recettes nous apprennent, que ce soit sur la construction des saveurs, le jeu des textures, C'est ça. ou même l'utilisation d'ingrédients un peu inattendus. On va chercher les principes derrière les plats. Parfait. Alors allons-y, décortiquons tout ça. On pourrait commencer par la fin, avec les douceurs. Ah, les desserts. Très bien. Les sources proposent un éventail assez large, c'est vrai, mais concentrons-nous sur quelques exemples révélateurs. Tiens, le gâteau tresse lèche au lait de coco. Ça revisite un classique, ça? Oui, le fameux gâteau aux 3 laits. On connaît le principe. Un gâteau éponge, bien imbibé. Très généreusement même. Mhm. Ici, la petite touche d'originalité, c'est le lait de coco qui rejoint le lait évaporé et le lait concentré sucré. Bon, la base reste classique, mais est-ce que c'est juste une variation de goût au final ou il y a autre chose? C'est un peu plus que ça, je dirais. Le lait de coco, bon, évidemment, il apporte une saveur distincte, plus exotique. Oui. Bézude modifie aussi légèrement la richesse, l'onctuosité du mélange d'imbibition. Et ce qui est vraiment crucial dans cette recette, au-delà des ingrédients eux-mêmes, Qu'est-ce que c'est? c'est d'abord la technique pour obtenir la légèreté de l'éponge, la fameuse séparation des œufs, l'incorporation très très délicate des blancs montés. Ah oui, pour pas les casser. Exactement. Et surtout, ensuite, la patience, le repos d'au moins 4 heures au réfrigérateur. Ça, c'est essentiel. 4 heures minimum. Minimum. Pour que le gâteau s'imprègne vraiment totalement et qu'il développe cette texture fondante si caractéristique. D'accord. Et ça crée ce contraste super intéressant avec la crème fouettée dessus et le petit croquant de la coco grillée en garniture. Oui, j'imagine bien. Sans ce temps de repos, le gâteau resterait un peu sec par endroits, ça n'aurait pas le même charme, quoi. D'accord. C'est intéressant ce jeu de texture. On passe à quelque chose de plus simple en apparence. Le sorbet mangue et fruit de la passion. Ah oui, là on est sur du frais, du tropical. C'est ça. Les ingrédients principaux, purée de mangue, jus de fruit de la passion, un sirop simple, jus de citron, c'est tout. C'est à peu près ça, oui. L'élément technique important ici, c'est le sirop simple. Justement, le sirop simple, c'est quoi exactement son rôle? Juste sucré? Pas seulement. C'est du sucre et de l'eau qu'on chauffe juste pour bien dissoudre le sucre. Mais ça joue énormément sur la texture finale du sorbet. Ça évite la formation de gros cristaux de glace, ça donne un sorbet plus lisse, plus onctueux. Ah d'accord. Par contre, là, il faut une sorbetière pour la préparation. On mélange tout, on fait prendre en sorbetière, Classique.
D'accord. C'est intéressant ce jeu de texture. On passe à quelque chose de plus simple en apparence. Le sorbet mangue et fruit de la passion. Ah oui, là on est sur du frais, du tropical. C'est ça. Les ingrédients principaux, purée de mangue, jus de fruit de la passion, un sirop simple, jus de citron. C'est tout. C'est à peu près ça, oui. L'élément technique important ici, c'est le sirop simple. Justement, le sirop simple, c'est quoi exactement son rôle? Juste sucré? Pas seulement. C'est du sucre et de l'eau qu'on chauffe juste pour bien dissoudre le sucre, mais ça joue énormément sur la texture finale du sorbet. Ça évite la formation de gros cristaux de glace. Ça donne un sorbet plus lisse, plus onctueux. Ah d'accord. Par contre, là, il faut une sorbetière pour la préparation. On mélange tout, on fait prendre en sorbetière. Classique.
Et ensuite, encore un peu de patience, au moins 2 heures de congélation supplémentaire pour qu'ils raffermissent bien. Mais le résultat, c'est une explosion de fraîcheur fruitée. Ça donne envie. On continue dans l'exotisme avec le pudding de plantain et noix de coco. Oui, alors là, c'est différent. C'est un pudding cuit au four. À base de bananes plantain mûres, c'est ça? Très important qu'elle soit bien mûre, oui. C'est ça qui va donner la douceur naturelle et la texture fondante au pudding. Et avec ça, on a du lait de coco, du sucre, de la vanille, des épices aussi? Oui, cannelle et muscade. Un accord classique qui marche très bien avec la banane plantain et la coco. On peut même ajouter des raisins secs si on aime. D'accord. Et la préparation? C'est assez simple en fait. On mélange tous les ingrédients, on verse dans un plat et hop, au four. Il faut cuire jusqu'à ce que le pudding soit pris, bien doré sur le dessus. C'est réconfortant comme dessert. Ça a l'air. Bon, et maintenant, on arrive à des combinaisons peut-être un peu plus inattendues. Pommes, fromage et même chocolat ensemble. Ah oui, là ça devient intéressant, hein. Commençons par les bouchées feuilletées pommes et brie. Ça peut être un apéritif ou un dessert, non? C'est simple, élégant. Tout à fait. C'est hyper simple et ça fait toujours son petit effet. Les ingrédients: pâte feuilletée, une pomme, du brie, un peu de miel, une touche de cannelle. On peut mettre des noix de pécan aussi, c'est facultatif. C'est ça. Est-ce que c'est juste une association facile qui marche bien ou il y a une logique derrière? C'est une illustration parfaite du principe éprouvé du mariage sucré, salé, gras, acide. Ça fonctionne quasiment à tous les coups, ça. Ah oui. Développe un peu. Alors, la pomme, elle apporte le sucré et une petite pointe d'acidité, c'est important. Le brie, c'est le crémeux, le côté un peu salé, umami même. Mhm. Le miel renforce le sucré. La cannelle ajoute une touche de chaleur, d'épices. Et la pâte fouettée, c'est le croustillant et le gras. D'accord. Vu comme ça, Et la cuisson est rapide, à four bien chaud. Ça permet d'avoir ce feuilletage super aérien et le fromage juste fondu, coulant. Miam. ça a l'air très bon, effectivement. C'est simple, mais c'est vraiment un concentré d'équilibre, saveur, texture. Tout y est. En parlant de textures multiples et d'équilibre, les barres cheesecake aux pommes couvertes de chocolat, là on monte d'un cran en complexité, non? Ah oui, là, on est clairement dans le dessert multicouche, un peu plus ambitieux. Décris-nous un peu les étages. Il y a une base de biscuits Graham, c'est ça? Oui, une base biscuitée classique pour le croquant sablé, ensuite une couche de pommes cuite et épicée avec du citron et de la cannelle. Ça apporte le fondant fruité, un peu acidulé. D'accord. Et dessus? L'appareil à cheesecake, fromage frais type Philadelphia, sucre, œufs, vanille. Le classique crémeux, assez dense. Et on finit avec? Un filet de chocolat fondu sur le dessus, une fois que tout est cuit et refroidi. Ça ajoute la petite touche finale, un peu amère et sucrée. Ça fait beaucoup d'étapes, j'imagine. Effectivement, ici, on est dans la construction méthodique. Chaque couche a son rôle bien précis. La clé du succès, au-delà de maîtriser chaque préparation individuelle, C'est quoi? c'est le respect absolu des temps de refroidissement. Surtout, le refroidissement complet, total, avant de napper de chocolat et surtout avant de découper. Ah, pourquoi est-ce si important? Si on essaye de couper ça trop tôt quand c'est encore tiède ou juste froid en surface, ça va être la catastrophe, les couches vont se mélanger, ça sera pas net. D'accord. C'est une recette qui demande de la rigueur, de la patience dans l'exécution des étapes successives. Faut prévoir au moins 2 heures de réfrigération avant de pouvoir couper des barres propres. Compris. On passe à une autre curiosité, la fondue au chocolat, pommes et cheddar. Oui, alors là, on est sur un concept audacieux, on peut le dire. Carrément. Chocolat noir, crème épaisse, ça c'est classique pour une fondue au chocolat. Mais du fromage cheddar en cubes, pour tremper dedans, avec des pommes. C'est ça, l'idée, c'est de tremper des tranches de pommes et des cubes de cheddar dans la fondue au chocolat noir, qui est elle-même parfumée à la cannelle et à la muscade. Waouh, le mélange chocolat noir et cheddar, faut oser, non? C'est ce qui est fascinant ici. C'est une combinaison très inattendue. On connaît le chocolat avec le piment, avec le sel, mais avec le cheddar, c'est moins courant. Comment ça se prépare? La base chocolatée est simple. On chauffe la crème, on y fait fondre le chocolat noir hors du feu, puis on ajoute les épices. Et on sert ça chaud, avec les pommes et le cheddar à côté pour tremper. Faut voir ça comme une expérience gustative. Une expérience, oui, c'est le mot. Et pour finir sur les desserts, il y a 2 recettes au nom évocateur, rêve chocolaté et trésor aztèque. Les deux sont des fusions Mexique-USA, c'est ça? Oui, avec du chocolat et souvent une petite touche d'alcool. Commençons par le rêve chocolaté. Alors, les ingrédients clés. Pépites de chocolat, chocolat mi-amer, avocat, Ah, voilà l'avocat. citron vert, zeste et jus, huile de coco, rhum,
glace au chocolat et amandes grillées. Encore l'avocat dans un dessert. C'est vraiment l'exemple type de l'ingrédient inattendu qui est là pour servir la texture. L'avocat, une fois qu'il est mixé très très finement avec l'huile de coco, le citron vert, le rhum, Oui. ça crée une base incroyablement onctueuse, très riche en bonne graisse. En fait, ça remplace le beurre ou la crème qu'on mettrait traditionnellement dans une mousse au chocolat. Mais on sent pas le goût de l'avocat. Normalement non, ou très peu. Le goût est masqué par la puissance du chocolat d'ailleurs. La recette suggère d'utiliser du chocolat noir pour plus d'intensité et aussi par l'acidité du citron vert. Malin. C'est fascinant de voir comment un légume-fruit peut se transformer comme ça en un agent texturant, presque neutre en goût mais très puissant en onctuosité. Et comment on assemble tout ça? On fait fondre les chocolats. On mixe l'avocat, l'huile de coco, le citron vert et le rhum. On ajoute le chocolat fondu à ce mélange. Et ensuite, on incorpore ça délicatement à de la glace au chocolat qui a été un peu ramollie. D'accord, donc c'est une sorte de mousse glace. C'est ça. Et on sert garni de crème fouettée, d'amandes grillées et d'un peu de zeste de citron vert pour la fraîcheur. C'est une vraie réinvention de la mousse au chocolat. Très intriguant. Et le trésor aztèque? C'est dans le même esprit, un peu différent, mais toujours chocolaté et avec une touche d'alcool. Ici, on a du chocolat mi-amer et du chocolat noir, D'accord. de la crème épaisse, du sucre et du kahlua, la liqueur de café mexicaine. Ah, ok. Et puis des noix hachées, des fruits secs hachés aussi, le tout servi sur de la glace à la vanille. Comment ça se prépare? Ça ressemble à une ganache. Oui, si on regarde la technique, c'est essentiellement une ganache enrichie. On fait fondre les chocolats, on incorpore la crème chaude et le sucre pour faire une ganache lisse. Hors du feu, on ajoute le kalia, puis les noix et les fruits secs pour la texture. Et là aussi, il faut laisser refroidir et prendre au réfrigérateur au moins 2 heures. Et on sert ça comment? On sert des cuillerées de cette préparation un peu ferme sur de la glace à la vanille. Ça fait un contraste chaud-froid ou plutôt tempéré-froid. Et le mélange des textures est super intéressant. On pourrait varier les plaisirs, j'imagine. Ah oui, facilement. On pourrait remplacer le kahlua par une liqueur d'orange ou ajouter des épices comme de la cannelle ou de la muscade dans la ganache. C'est une base assez adaptable. Bon, ces quelques exemples de desserts montrent déjà une belle palette de techniques et d'idées assez créatives. C'est vrai. Passons maintenant aux alliés des produits de la mer. Les sources insistent pas mal sur l'intérêt de faire ses propres mélanges d'assaisonnement maison. Oui, et c'est une excellente idée. On a quelques exemples. Un mélange citron et herbe. Persil, aneth, thym séché, zeste de citron, ail et oignon en poudre. Ça, c'est pour un profil frais et vif, j'imagine. Exactement. Très classique pour le poisson blanc, par exemple. Il y a aussi un assaisonnement cajun, paprika, ail, oignon en poudre, origan, thym séché, poivre de Cayenne. Là, c'est plus épicé, plus robuste. Oui, typique de Louisiane. Parfait pour les crevettes, les écrevisses. On a aussi une version d'inspiration asiatique. Gingembre moulu, ail en poudre, graines de sésame, coriandre séché, flocons de piment rouge. Ça c'est intéressant pour un profil umami avec une petite touche piquante. Pour des sautés de fruits de mer, par exemple. Et enfin, un assaisonnement épicé des Caraïbes. Paprika, ail oignon en poudre, thym séché, piment de la Jamaïque, le fameux allspice, et poivre de Cayenne. Là, on est sur quelque chose de chaud, de très parfumé. Le piment de la Jamaïque apporte vraiment une note particulière. Au-delà de ces recettes spécifiques, est-ce qu'il y a un principe commun, une sorte de formule derrière ces mélanges? Absolument. Si on analyse ces différentes propositions, on décèle une structure assez récurrente. Il y a presque toujours une base aromatique, l'ail et l'oignon en poudre. C'est un peu la toile de fond. D'accord. Ensuite viennent ce que j'appellerais les marqueurs de saveur. Ça peut être des herbes séchées, persil, aneth, thym, origan pour la fraîcheur ou le côté méditerranéen. Oui. Ça peut être des épices plus chaudes, comme le paprika pour la couleur et la douceur, le cayenne ou les flocons de piment pour le piquant, le piment de la Jamaïque pour ce parfum unique. Ou alors des notes plus spécifiques, comme le gingembre, les graines de sésame, la coriandre pour une touche asiatique ou orientale. Et parfois, il y a un élément pour la texture, comme les graines de sésame. Exactement. Et bien sûr, on ajuste avec du sel et du poivre. En gros, la formule, c'est base à l'oignon, plus marqueur d'herbe épice, plus éventuellement texture, plus sel-poivre. Donc, l'idée clé, c'est qu'en comprenant cette structure, on peut s'amuser à créer ses propres mélanges personnalisés à l'infini. En jouer sur les ingrédients, les proportions. Tout à fait. C'est ça qui est génial. Plutôt que d'acheter 10 mélanges tout faits au supermarché, on peut, avec quelques pots d'épices et d'herbes de base,
composer son propre assaisonnement sur mesure, à la minute, ou en préparer une plus grande quantité à conserver dans un bocal hermétique. C'est plus économique et on contrôle vraiment ce qu'on met dedans. Précisément, on peut ajuster le sel, le piquant, c'est beaucoup plus flexible. Et on peut imaginer plein d'autres choses, un mélange curry maison, un tandoori simplifié, des herbes de Provence revisitées, un piment citron vert. Les possibilités sont vastes. Très intéressant. Après les assaisonnements secs, on passe aux sauces et condiments. Et là, les sources sont généreuses. 14 recettes au total. Ah oui, il y a de quoi faire. On va pas pouvoir toutes les détailler, évidemment, mais est-ce qu'on peut essayer de les regrouper par grande famille ou par fonction? Oui, on peut essayer. Il y a clairement une grande famille de sauces crémeuses, souvent à base de mayonnaise. Comme la sauce tartare classique. Exactement. La tartare. Mayonnaise, cornichons hachés, capre, jus de citron, un peu de moutarde de Dijon, une touche de sauce Worcester. C'est un grand classique pour accompagner le poisson frit notamment. Et la rémoulade, c'est similaire? C'est la même base, mayonnaise, mais souvent un peu plus complexe, un peu plus relevée. On y ajoute aussi de la moutarde, des capres, des cornichons hachés, mais souvent aussi du paprika, de la sauce piquante, parfois des herbes. C'est la cuisine un peu plus sophistiquée de la tartare, disons. Ces sauces crémeuses, elles apportent quoi principalement? Elles apportent de la richesse, de l'onctuosité. Ça contrebalance bien le côté parfois un peu sec du poisson ou des fruits de mer frits ou grillés. Et l'acidité des cornichons, des capres, du citron, ça vient couper le gras. D'accord. Et toujours dans cette veine crémeuse, il y a des options plus piquantes, comme l'aioli épicé. Oui, l'aioli, à la base, c'est une émulsion d'ail et d'huile d'olive. Mais ici, la version épicée est souvent une mayonnaise à l'ail à laquelle on ajoute une sauce pimentée. La sriracha, par exemple. La sriracha, oui, c'est un bon exemple. Cette fameuse sauce thaï, assez douce au début, mais avec un bon coup de chaud ensuite, à base de piment, vinaigre, ail et sucre. Le principe est simple, on prend une base onctueuse, la mayo, et on lui donne un coup de fouet avec le piment et l'ail. Un peu comme la wasabi mayo qui est mentionnée aussi. Exactement le même principe, mayonnaise plus pâte de wasabi. Ça donne une onctuosité piquante, très sympa avec des crevettes ou du thon cru par exemple. Bon, ça c'est pour les sauces riches et crémeuses. À l'opposé, on trouve des options beaucoup plus fraîches, comme les salsas SC. Tout à fait. Et ça, c'est génial pour l'été ou avec des plats grillés. La salsa de mangue, par exemple. Alors dedans, il y a mangue candé, poivron rouge, oignon rouge finement haché, jus de citron vert, coriandre fraîche. C'est ça. C'est super frais, coloré. Ça apporte une touche fruitée, sucré-salé, acidulé. Ça contraste magnifiquement avec la richesse des fruits de mer, surtout s'ils sont grillés ou un peu épicés. Et il y a une salsa d'ananas similaire aussi. Oui, même principe. Ce sont des sauces vivantes, pleines de textures différentes avec les dés de fruits, de légumes, très agréables en bouche. Et entre ces deux extrêmes, le crémeux riche et le fruité frais, il y a d'autres types de sauces, plus herbacées peut-être. Oui, bien sûr. On a par exemple la sauce chimichurri. Ah, ça c'est argentin, non? Oui, à l'origine, c'est une véritable explosion d'herbes fraîches, surtout du persil plat, mais parfois aussi de la coriandre ou de l'origan. Le tout haché très finement, avec de l'ail, de l'huile d'olive, du vinaigre de vin rouge et souvent une pointe de flocons de piment rouge. Et ça accompagne quoi traditionnellement? La viande grillée, non? Oui, c'est son usage le plus connu, mais ça marche incroyablement bien avec les poissons grillés, les crevettes. Ça apporte une acidité tranchante et beaucoup de fraîcheur végétale. C'est très différent des sauces crémeuses. Je vois. Et dans un style plus simple, on a aussi la sauce citron Annette. Oui, très classique, souvent à base de yaourt grec ou de crème aigre, avec beaucoup d'anettes frais hachées et du jus de citron. Simple, frais, léger. Parfait avec le saumon. Ou, encore plus simple, la sauce à l'ail et au beurre. Ah, ça, c'est la gourmandise absolue. Du beurre fondu, de l'ail haché qui infuse dedans, un peu de jus de citron pour l'acidité, du persil haché pour la couleur et la fraîcheur. C'est redoutablement simple et efficace, surtout avec des crustacés comme les langoustines ou juste pour tremper du pain. Oui. On a aussi mentionné une créma d'avocat, en porc l'avocat. Oui, décidément. Mais là, c'est plus logique. C'est de l'avocat bien mûr écrasé ou mixé avec de la crème aigre ou du yaourt grec, du jus de citron vert, de l'ail. Ça donne une sauce très onctueuse, très fraîche, avec ce bon goût d'avocat. Un peu comme un guacamole crémeux. Et il y a une sauce coriandre et citron vert à base de yaourt grec aussi. Voilà, même esprit.
Base yaourt pour la fraîcheur et l'onctuosité légère, et un maximum d'herbe et d'acidité. Ce sont des sauces très faciles à faire. Ce qui ressort de tout ça, en fait, c'est la simplicité de préparation de la plupart de ces sauces, non? Oui, pour beaucoup d'entre elles, il s'agit juste de mélanger les ingrédients dans un bol. C'est ça qui est intéressant. On voit aussi d'autres options comme la sauce moutarde au miel ou la sauce chili douce. Oui, des classiques qui fonctionnent bien. La moutarde au miel, c'est le sucré piquant léger. La chili douce, c'est ce côté aigre doux piquant très plaisant, surtout avec les fritures. Donc l'enseignement principal ici, c'est la facilité déconcertante avec laquelle on peut varier les plaisirs autour d'un même produit juste en changeant de sauce. C'est exactement ça. Ça soulève une question importante sur la façon dont on peut pimper un plat simple. Une crevette grillée, c'est bon. Mais une crevette grillée avec 5 sauces différentes à côté, ça devient un festin. C'est clair. Bon, terminons ce tour d'horizon avec quelques entrées spécifiques à base de crevettes. On commence par les bouchées de concombre, crevettes et avocats. Ça mise tout sur la fraîcheur, c'est bien ça? Oui, absolument. On a des rondelles de concombre qui servent de base. D'accord, pas de pain, pas de cracker. Non, juste le concombre, bien croquant. Dessus, on met un peu d'avocat écrasé simplement avec du jus de citron vert et du sel. Mhm. Et on termine avec 1 ou 2 crevettes qui ont été juste sautées rapidement avec de l'ail, de la coriandre et des épices, type paprika, cayenne. Donc c'est quasiment une approche sans cuisson, à part les crevettes elles-mêmes. Très rapide à assembler, j'imagine. Extrêmement rapide. Le point fort, c'est vraiment ce contraste entre le frais, le croquant, la queue du concombre, le crémeux de l'avocat et le tiède parfumé et légèrement épicé des crevettes. C'est léger, c'est sain aussi. Oui, et l'assemblage est instinctif. Chacun peut le faire. C'est idéal pour une entrée minute ou pour un apéritif dînatoire. Changement d'ambiance radical avec les crevettes Fire Tracker. Le nom est assez évocateur. On parle de friture et de sauce sucrée piquante là. Oh que oui, firecracker, ça veut dire pétard en anglais. Ça donne le ton. Alors comment c'est fait? Ce sont des crevettes panées. Pas exactement panées avec de la chapelure. Elles sont d'abord enrobées de fécule de maïs, puis trempées dans de l'œuf battu, et ensuite frites en grande friture jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et croustillantes. D'accord. Et la sauce Firecracker? C'est un mélange assez explosif. Il y a de la sauce chili douce à l'ail comme base, du jus et du zeste de citron vert pour l'acidité, du miel pour le sucré, de la sauce sriracha pour le piquant, du gingembre frais râpé pour le parfum, et une touche de sel à l'ail. Waouh, ça fait beaucoup de saveurs. Oui, c'est sucré, piquant, acide, salé, tout en même temps. Une fois les crevettes frites, on les mélange rapidement dans cette sauce chaude. Mais comment on fait pour qu'elles restent bien croustillantes malgré la sauce? C'est souvent le problème avec les fritures nappées. C'est le grand défi final. Alors, la technique de l'enrobage, fécule puis œuf, est justement conçue pour créer une croûte assez résistante, plus que la simple farine. Mhm. Mais le vrai secret, comme souvent, c'est de napper les crevettes au tout dernier moment, vraiment juste avant de servir. La sauce doit être prête, chaude, les crevettes sortent de la friture, égouttées rapidement, on mélange vite fait et on sert immédiatement. Pas de temps à perdre. Chaque minute d'attente, la croûte va commencer à ramollir. Tout le plaisir du plat réside dans cette tension entre le croustillant de l'enrobage, le moelleux de la crevette à l'intérieur et cette explosion de saveur de la sauce. Ça doit être assez addictif comme truc. Très probablement. Et pour finir en intensité et peut-être en richesse, les crevettes farcies au bleu et enveloppées de bacon, cuites au grill. Là, on est dans le costaud, non? Ah oui, là on est clairement dans le registre gourmand, puissant, presque décadent. Raconte-nous un peu la technique. On farcit les crevettes. Oui, on prend des grosses crevettes crues, décortiquées, mais avec la queue. On les incise assez profondément le long de la courbe intérieure sans les couper en deux. Ça permet de les ouvrir un peu en portefeuille. D'accord. On les aplatit même légèrement. Dans l'incision, on vient glisser un petit morceau de fromage bleu. Du roquefort? Du gorgonzola? Oui, un fromage bleu assez crémeux mais avec du caractère. Ensuite, on peut ajouter une petite feuille de basilic frais sur le fromage. Pour la fraîcheur. Oui, pour apporter une petite note herbacée qui va contraster un peu. Et après, on enroule chaque crevette farcie dans une demi-tranche de bacon assez fine. On fixe le tout avec un cure-dent pour que ça tienne bien à la cuisson. Et ça cuit comment? Au four? À la poêle? La recette indique une cuisson au grill du four, la fonction broil. On place les crevettes sur une plaque, pas trop près de la source de chaleur pour éviter que le bacon brûle avant que la crevette soit cuite. Ah oui, c'est important. Et pendant la cuisson, on les badigeonne 1 ou 2 fois avec un peu de beurre fondu mélangé à de l'ail haché. Pour encore plus de gourmandise. Exactement. Le but, c'est d'avoir un bacon bien croustillant et doré, une crevette juste cuite et encore moelleuse, et le fromage bleu fondu et coulant à l'intérieur.
La combinaison de saveurs doit être assez intense. Le salé et le fumé du bacon, le piquant et le crémeux du bleu, la douceur de la crevette, la petite touche de basilic et la richesse du beurre à l'ail. C'est ça, c'est une combinaison de saveurs très affirmée, très franche. C'est pas une entrée légère, c'est clair, mais c'est terriblement gourmand. Presque opulent, comme tu disais. Une entrée pour les grandes occasions, peut-être. Ou pour les grands appétits. Bon, on a donc parcouru un bel éventail, des douceurs inventives, parfois surprenantes, aux exhausteurs de goût pour la mer, qu'ils soient secs comme les assaisonnements ou humides comme les sauces. Oui, une vraie boîte à outils. Jusqu'à ces bouchées apéritives autour de la crevette, qui vont du très frais au très riche. Si on prend un peu de recul sur tout ça, quel serait le fil conducteur, le message principal qu'on peut tirer de toutes ces recettes? Le fil conducteur, pour moi, c'est sans doute l'invitation à jouer. Jouer avec les saveurs, jouer avec les textures. C'est-à-dire? Et ce soit par des associations classiques, mais qu'on exécute bien, comme la pomme et le brie dans le feuilleté, ou par des techniques spécifiques qui vont vraiment transformer une texture, comme l'imbibition longue du tresse-lèche, ou l'utilisation de l'avocat pour remplacer la matière grasse dans une mousse au chocolat. Oui. Il y a aussi toute la partie sur la maîtrise des équilibres dans les sauces et les assaisonnements, le juste dosage de l'acide, du sucré, du salé, du piquant, des herbes. Et puis il y a l'audace de certaines combinaisons, comme la crevette avec le bleu et le bacon, ou le cheddar trempé dans le chocolat. En fait, ces sources, elles offrent une palette d'outils et d'idées qui vont du très simple, comme mélanger 3 épices, au plus élaboré, comme le cheesecake à étage. Et tout ça, c'est pour nous encourager à sortir un peu de notre routine culinaire. Donc, pour la personne qui nous écoute, c'est moins une liste de recettes à suivre à la lettre qu'une véritable source d'inspiration pour expérimenter dans sa propre cuisine. Précisément. C'est ça la vraie valeur, je pense. Utiliser ces exemples comme des UET, comme des tremplins pour sa propre créativité. Oser intégrer une nouvelle technique qu'on a vue, essayer de faire son propre mélange d'épices, ou tenter une association de saveurs un peu inédite, même si ça paraît bizarre au début. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une pensée un peu plus large. Je t'écoute. En voyant ces exemples d'associations parfois déroutantes, l'avocat dans le dessert, le fromage avec le chocolat, la multiplicité des épices et des sauces, on peut se poser la question: quelle est la prochaine frontière gustative qu'on pourrait nous-mêmes franchir dans notre cuisine de tous les jours ? Intéressant comme question. Jusqu'où notre propre audace peut-elle nous mener pour découvrir de nouvelles harmonies, de saveurs, de nouvelles textures au quotidien? Est-ce qu'on ose assez, finalement? Une très belle question pour continuer à explorer et à cuisiner. C'est la fin de notre exploration pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci.